peste des petits ruminants. La CEDEAO lance sa campagne de lutte contre cette menace pour le développement de la production des ovins et caprins. Audit de contrôle, fin du séminaire de formation et d'appropriation des utilisateurs de manuels et guides de contrôle de l'ordre administratif et d'audit. Et puis, dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, une dizaine de menuisiers et d'agents de scierie ont été formés récemment à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Madame, Monsieur, le rendez-vous de l'actualité, c'est maintenant sur Business 24 Africa. La peste des petits ruminants, en abrégé PPR, constitue une véritable menace pour le développement de la production des ovins et caprins dans les régions où elle sévit, notamment l'espace CEDEAO. C'est pour cette raison que la commission de la CEDEAO a initié une campagne de lutte contre les PPR. L'organisation se fixe ainsi le pari de contribuer à la sécurité alimentaire, nutritionnelle, à la réduction des maladies animales transfrontalières et d'améliorer la résilience, en particulier celle de ceux qui dépendent de l'élevage des chèvres. Serge Déo, Jean-Yves Koléa, dans un commentaire de Pierre Tebeu. Ce sont 5 États membres de l'espace CEDEAO qui bénéficieront de ce programme, à savoir la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau et le Sénégal. Une campagne sera menée dans ces pays en vue de faire vacciner tous les petits ruminants contre la peste des petits ruminants, PPR. Une maladie très contagieuse qui peut décimer plusieurs cheptels dont il faut agir. Agir pour la survie de ces moutons et cabris, c'est aussi pérenniser leur bien-être, aussi leurs ressources. Et nous sommes heureux que cela se fasse ici, où il a été malheureusement découvert récemment un cas peste de petits ruminants. Donc attaquer à partir d'ici pour pouvoir très vite circonscrire le problème au niveau sous-régional. La commission de la CEDEAO ambitionne de couvrir tous les États membres de l'organisation. Le message est clair, il faut empêcher la maladie de passer les frontières. Du fait de la libre circulation des biens et des personnes, si un pays vaccine et que son voisin n'a pas vacciné, c'est comme s'il avait perdu du temps. Donc les maladies vont toujours continuer à circuler. On appelle ça les maladies animales transfrontalières. On a annoncé un chiffre de 4 800 000 doses. Donc ça veut dire une dose par petit ruminant, vous avez un total de 4 800 000 ovins et caprins qui seront vaccinés. Ici, on a mis 2 millions de dollars, donc un peu plus que 2 millions d'euros. C'est 5 millions de têtes de bétail ciblées, 1 million de ménages sur 5 pays. Donc ça vous donne un ordre de grandeur. C'est quand même des chiffres significatifs, mais qui sont répartis sur plusieurs pays. Mais je suis très heureuse que ça ait été lancé en Côte d'Ivoire, à la frontière avec le Ghana. Les éleveurs, quant à eux, saluent l'initiative et encouragent leurs pairs à faire vacciner leurs cabris et moutons. Il y a 2 mois, j'ai été frappé par cette épidémie, mais après ça, j'ai fait vacciner, mais actuellement ça va un peu. Mais j'ai été frappé plus de 16 têtes comme ça. Tout le monde n'est qu'à s'adhérer à vacciner les moutons pour éviter tout ce que moi j'ai vécu. Le projet actuel est une extension de la première phase à la Côte d'Ivoire, à la Gambie, au Ghana, à la Guinée-Bissau et au Sénégal, toujours avec l'appui financier de la coopération suisse. Il sera exécuté de juillet à décembre 2022. Élu il y a quelques semaines par ses pairs à la présidence de la CCJA, entendez, Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, les charges ont été passées à Ngoïkwe Esther. La nouvelle présidente de l'institution juridique sous-régionale entend apporter sa contribution à la CCJA en impliquant davantage les systèmes juridiques de tous les pays membres. Mondésir Nascimento et Jean-Yves Koléa. C'est dans une ambiance festive que le témoin a été passé à la nouvelle présidente de la Cour commune de justice et d'arbitrage en acronyme CCJA OHADA. Au cours d'un déjeuner offert loin des bureaux, Ondom V. César, président sortant de la CCJA OHADA, a fait son bilan. La mission de la Cour, elle consiste essentiellement à assurer l'application et l'interprétation du traité
de l'OHADA et des actes dérivés qu'on appelle les actes uniformes ou les règlements. C'est ce travail que nous avons fait pendant les 4 ans que nous avons passés à la tête de la CCJA et que nous continuerons certainement à faire pendant le temps qui nous reste en qualité de juge. Un bilan fait devant plusieurs ministres de la Justice des pays membres qui ont tout de même exprimé leurs attentes. Elle est juge avec beaucoup d'expérience et déjà une expérience à la CCJA. Il faut espérer donc qu'au moment où cette passation de charge se passe, qu'elle puisse avoir à cœur la nécessité de renforcer la crédibilité de l'institution à l'égard des États, à l'égard des justiciables. Or, nous avons une institution supranationale ici. Et donc, nous voudrions que les uns et les autres se rendent compte et prennent en compte la dimension de l'existence d'une cour de justice et d'arbitrage ici et qu'ils envoient tous leurs contentieux en cassation ici à Abidjan. Pour Ngomoutsgi Esther Ikwe, nouvelle présidente élue, il s'agira pour elle de remodeler l'institution de sorte à asseoir un dialogue permanent et assurer pleinement la mission et les objectifs à l'origine de la création de cette institution supranationale. Dans tous les pays, dans toutes les organisations, dans toutes les grandes unions, il y a ce qu'on appelle le dialogue des juges. Et je pense qu'avec le dialogue des juges, tout va se régler. Il y a des blocs de compétences. Il y a les compétences de la CCJA, les compétences des juridictions de cassation et supranationale. Et il s'agit de dialoguer afin, de toute façon, les objectifs sont un. Il faut noter que c'est depuis le vendredi 22 avril 2022 que la Cour commune de justice et d'arbitrage CCJA de l'OHADA a procédé conformément aux dispositions du règlement de procédure de la Cour au renouvellement des nouveaux membres de son bureau. Ils sont élus pour une durée de 3 ans 6 mois. Un volet d'audit et contrôle dans ce journal. Clôture à Assini du séminaire de 4 jours de formation et d'appropriation des utilisateurs des manuels et guides de contrôle de l'ordre administratif et d'audit. Ce séminaire a réuni une centaine de participants composés essentiellement d'inspecteurs généraux d'État et d'inspecteurs généraux des ministères sur la présentation des manuels d'audit interne ainsi que les outils proposés pour la mise en œuvre des différentes missions d'audit. Pierre Tebeu et Tima Traoré nous font le point. Ce séminaire fait suite au schéma directeur de la réforme des finances publiques adopté par le gouvernement en 2014 et dont l'un des axes stratégiques est la disposition de contrôle et d'audit interne et externe. Celui-ci a pour objectif la transparence et la gouvernance grâce à la formalisation et la mise en œuvre de dispositifs de contrôle, d'audit interne et externe performants conformément aux dispositions des nouvelles directives de l'UEMOA. C'est ainsi que la société d'expertise comptable Diara a été retenue par le PAGEF pour écrire un ensemble de manuels au profit des structures de contrôle de l'ordre administratif de la Côte d'Ivoire. Ce sont ces documents qui ont fait l'objet de ce séminaire dont l'objectif était de présenter ces manuels aux inspecteurs généraux d'État et inspecteurs généraux des ministères. Les manuels ont été conçus sur la base des normes. Donc en fait, ce qui va changer, c'est désormais notre façon de travailler. Nous allons travailler conformément donc au manuel et au guide et qui vont nous permettre donc de faire des missions beaucoup plus efficaces et des missions qui soient conformes aux exigences de la norme. Vous savez, la norme nous permet en fait d'émettre une opinion qui soit une opinion beaucoup plus performante, une opinion avec une valeur ajoutée. Cette formation vient professionnaliser les institutions et les administrations impliquées. Le projet d'appui à la gestion économique et financière PAGEF s'est satisfait de cette formation qui vient renforcer la capacité des inspecteurs généraux d'État et inspecteurs généraux des ministères. Ce que le PAGEF attend, c'est que ce séminaire puisse leur permettre de mettre concrètement en application les acquis qui ont été réalisés pendant leur séjour ici
Comme cela a été dit tantôt, il s'agit simplement de mettre en application les normes qui sont des standards internationaux. Rappelons que l'Inspection générale d'État, en tant que bénéficiaire, a déjà obtenu, dans le cadre de l'assistance du PAGEF, la réalisation d'une étude portant sur l'élaboration de la cartographie du risque et du plan d'audit pour 5 ministères en Côte d'Ivoire. La Convention de la société civile ivoirienne s'est prononcée sur l'affaire de la réserve naturelle de Dahlia-Fleur dans la commune de Bingerville. C'est à travers un point de presse à son siège qu'une déclaration a été lue par la fêtière des organisations de la société civile. Le récit de Walter Kofi. L'affaire avait fait un grand bruit sur la toile. Il s'agit de la polémique sur la réserve naturelle de Dahlia-Fleur dans la commune de Bingerville. Déclenché par une publication de médias en ligne disant que le site naturel a été vendu au groupe Accor pour y construire un complexe hôtelier de 1000 chambres. La Convention de la société civile ivoirienne a tenu pour sa part à se prononcer sur cette affaire à travers une déclaration qu'elle a produite à son siège. Pour rappel, la réserve naturelle partielle de Dahlia-Fleur est gérée depuis le 14 octobre 2004 par l'État de Côte d'Ivoire et déclaré domaine d'utilité publique en octobre 2007 par le décret numéro 00895-MINEF du 17 octobre 2007. La création de cette réserve obéit à la dynamique de préservation de la couverture dans laquelle s'est engagée la Côte d'Ivoire. Dans cette optique, la Convention de la société civile ivoirienne suit avec attention les réactions diverses autour de la question dite de la réserve naturelle de Dahlia-Fleur. La Convention de la société civile ivoirienne a également lu avec intérêt le communiqué du ministère du Tourisme sur la question. Dans son élan de plaidoyer pour une gouvernance climatique et inclusive autour de la préservation des parcs nationaux, la Convention de la société civile ivoirienne salue, à travers ses diverses réactions, l'expression d'une conscience écologique en construction. Pour la Convention de la société civile ivoirienne, cette polémique interpelle surtout les pouvoirs publics sur la nécessité d'impliquer davantage les communautés dans la prise de décision relative à la gestion des parcs et réserves de Côte d'Ivoire et de rendre régulièrement compte. C'est pourquoi, lors de sa participation à la COP15, la Convention de la société civile ivoirienne a insisté sur l'élaboration de plans climat genrés et inclusifs au niveau des régions et districts en vue de préserver les parcs nationaux. Il est bon de noter que suite à cette polémique, le ministre du Tourisme Siandou Fofana s'est voulu rassurant en indiquant que dans la mise en place de la stratégie Sublime et conformément au programme cadre de gestion des aires protégées de Côte d'Ivoire, le ministère du Tourisme envisage la mise en œuvre du projet d'aménagement et de valorisation touristique de la réserve naturelle de Dahlia-Fleur. À terme, il est attendu de ce projet la mise en place d'un complexe qui devrait intégrer un réceptif écologique, un parc animalier, un circuit d'écotourisme, une maison de l'environnement et des sites de loisirs. Ouvrons une page sur la corruption dans ce journal. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance en abrégé HABG et la Chambre nationale des commissaires de justice de Côte d'Ivoire ont procédé à une signature de convention relative à la déclaration du patrimoine à Abidjan. Cette convention vise à donner les moyens juridiques à la HABG à travers une ordonnance pour rappeler à l'ordre les non-déclarants et procéder à des sanctions en cas de non-respect des déclarations de leur patrimoine. Cette convention, qui est signée ce jour entre la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et la Chambre nationale des commissaires de justice, vient renforcer les accords entre les deux organes.
Il s'agit d'une convention qui porte sur la déclaration du patrimoine et qui permettra à la haute autorité pour la bonne gouvernance de sanctionner les contrevenants. Après les phases de sensibilisation et de rappel à l'ordre, place désormais à la censure. La sanction encourue, c'est une amende. C'est une amende que prononce le juge qui équivaut à peu près à 6 mois de salaire, s'agissant des personnes concernées, des salaires que la personne perçoit ou pourra percevoir en cas de nomination ou lorsqu'il s'agit de mandats électifs, en cas de mandat à exercer, mandat qui est exercé ou mandat à exercer. C'est 6 mois. L'amende, c'est une amende, il n'y a pas de prison, hein, c'est une amende qui équivaut à 6 mois de salaire qui concerne la personne non déclarante. Il s'agira désormais pour ces officiers de justice d'établir des actes qui serviront de preuve dans l'exécution de cette mission. Notre rôle serait d'inviter, sinon d'inviter les assujettis pour des raisons que j'ignore, qui n'ont pas peut-être volontairement déclaré leur patrimoine, à venir à la haute autorité pour déclarer leur patrimoine. Voilà un peu notre rôle. Effectivement, lorsqu'on sera requis par la haute autorité, aller vraiment au domicile ou au service de ces personnes assujetties pour leur donner l'information qu'ils sont appelés, pour laisser trace écrite en fait. En réalité, pour laisser trace écrite, pour ne pas que ces assujettis disent qu'ils n'ont jamais été convoqués, n'ont jamais reçu telle invitation, c'est tout. Notons que le pourcentage de déclaration de patrimoine en Côte d'Ivoire est estimé à 79% selon la haute autorité pour la bonne gouvernance. Cependant, des efforts restent à faire pour combler ce déficit. Récemment, le district 403A2 du Lions Club International a procédé à une collecte de fonds en faveur des causes mondiales du lionisme, une cérémonie qui a permis de distinguer quelques autorités politico-administratives et amis Lions du pays. Ils ont été faits compagnons de Melvis Jones, la plus haute distinction du Lions International. Le point avec Mondésir Nascimento. La motivation. L'être humain, lorsqu'il s'engage dans une activité, a besoin d'être soutenu lorsque cette activité ne représente pas pour lui une nécessité absolue. Il aura besoin d'être motivé pour poursuivre ses efforts. Le Lions Club a bien compris cette philosophie. Après plusieurs mois d'activité, les responsables du district Lyon 403A2 ont marqué une pause pour faire le bilan, féliciter les acteurs qui ont contribué aux réalisations d'envergure, mais aussi poursuivre les actions en cours. Elisabeth Atobra, gouverneur Lyon, district 403A2, après avoir fait le bilan sommaire des activités du mandat en cours, a exhorté ses amis à pousser plus loin leurs efforts au profit de la campagne 100 en vue d'une mobilisation de fonds au profit des 5 causes majeures du Lions Club International et de sa fondation. Mes chers amis, nous sommes à 4 semaines du 30 juin et notre effort de collecte jusqu'à cette échéance est de 276 362 883 US $. Chers invités, chers Lions et Léos, chaque don est une aide à l'humanité et un contrepoids dans le jeu de la sollicitation de subventions de la LCIF pour les différents projets à cette fondation. Ce don peut aller de la modique somme de 10 $ à des sommes importantes, en passant par la contribution de 1 000 $ qui fait du donateur un compagnon de Melvin Jones, qui est la plus haute distinction de notre prestigieuse association de club service. Le gala a aussi permis de décerner la plus haute distinction Lyon à plusieurs personnalités, dont le Premier ministre de Côte d'Ivoire Patrick Achi, le ministre du Tourisme Siandou Fofana et le directeur général de la compagnie ivoirienne d'électricité. Ils ont été faits compagnons de Melvin Jones et ont reçu par leurs représentants une plaque et un insigne. Je voudrais, Madame le Gouverneur, vous féliciter au nom de Monsieur le Ministre pour le leadership que vous incarnez depuis votre arrivée à la tête du Lions Club de Côte d'Ivoire. La distinction de compagnon de Melvin Jones, CMG, est l'épine dorsale de la LCIF, Fondation du Lions Club International. Cette distinction est décernée aux personnes donnant au moins 1 000 $ US
et aux personnes au nom desquelles un don a été effectué à la LCIF. Elle récompense une immense contribution à l'humanité qui honore la mémoire de Melvin John, le fondateur du Lions Club international. Le Centre culturel d'Adzopé a initié un panel d'experts sur les questions culturelles et touristiques avec les représentants de la jeunesse communale et la chefferie d'Adzopé. Ils ont échangé sur l'intérêt qu'accorde la jeunesse aux us et coutumes en pays acquiers. L'objectif de cette table ronde qui marque le lancement de la 6e édition du festival est d'offrir une plateforme d'échange et de communication entre les garants de la tradition acquiers et la jeune génération. Jean-Yves Koléa dans un commentaire de Marie-Christelle Zogueï. Jeunesse et richesse culturelle. Voici le thème choisi pour la 6e édition du Veuleux Festival. C'est au centre culturel de la ville d'Adzopé, capitale de la région de la Mé, que s'est fait le lancement de ce festival par l'ouverture d'un panel composé des représentants des ministères de la culture, du tourisme, de la jeunesse communale et des chefs coutumiers. L'objectif de ce projet est d'offrir une tribune d'échange et de communication entre les garants de la tradition acquiers et la jeune génération. Nous tenons à dire merci aux jeunes frères qui, malgré son jeune âge, essaient de valoriser la culture acquiers. Et c'est très important. Pour les organisateurs, il s'agit pour cette 6e édition d'impliquer la jeunesse acquiers à la pérennisation du patrimoine culturel et touristique du peuple acquiers. L'objectif général de ce festival, c'est de permettre donc non seulement à la région de la Mé de retourner à sa culture, de se l'approprier, mais aussi à toute la Côte d'Ivoire de savoir que tout doit partir et finir en termes de développement par la culture. À travers ce thème, donc, nous ressortons l'aspect culturel, non seulement en termes de richesse, mais surtout la transmission donc, de cette richesse-là à la jeunesse, qui pour nous est un patrimoine à sauvegarder et à pérenniser. La Direction régionale de la culture, de l'industrie des arts et du spectacle a félicité les initiateurs de ce festival et les a assurés du soutien technique du ministère pour la réussite de cette activité. Richesse culturelle et jeunesse, c'est vraiment important. Tout à l'heure dans la salle, nous avons essayé de voir qu'est-ce que c'était la richesse culturelle. C'est le vestimentaire, c'est le culinaire, c'est nos us et coutumes. Les activités qui vont meubler ce festival sont entre autres le concours culinaire des hommes, le concours de tresse, le concours du bel homme, le concours de beauté. Cette année, l'innovation, c'est le concours du plus beau vêtement des années 60. Le festival Veuleux 2022 se tiendra du 12 au 14 août au stade Alassane Ouattara d'Adzopé. À Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, une dizaine de menuisiers et d'agents de scierie ont été formés à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Le renforcement de capacité a porté sur la collecte des sciures et copeaux de bois dans le cadre du projet B4AP. Objectif, assurer une meilleure valorisation, mais aussi générer une plus-value. Charles Kouakou et Doris Bessé. En Côte d'Ivoire, les statistiques montrent que de l'exploitation jusqu'à la transformation du bois, des pertes assez énormes sont enregistrées. Pour éviter ces nombreuses pertes, une dizaine de menuisiers et d'agents de scierie de Yamoussoukro sont venus prendre part à cet atelier dans le cadre du projet B4AP. Ce projet vise à extraire des ingrédients bioactifs de certaines espèces végétales. Cette formation vise à aider les menuisiers à contribuer à la valorisation des déchets de bois utilisés dans les scieries, mais aussi d'apprendre quelques techniques en vue de mettre la poudre de bois en valeur. On a aussi des piles de déchets issus de la foresterie, donc de l'exploitation forestière, et qui pourraient être valorisés. Apprendre aux apprenants, aux menuisiers, comment transformer le bois et avoir moins de pertes possibles. Donc c'est pour ça que nous sommes là pour leur inculquer ces différentes méthodes-là, pour ne pas qu'il y ait trop de gaspillage au niveau du bois. Parce que nous savons que la problématique actuelle, c'est que le bois est quasiment en manque en Côte d'Ivoire. La forêt disparaissant, il va sans dire que le bois aussi disparaît. De savoir de nouvelles techniques, mais surtout que voilà, la poudre de bois, nous débarrassons de ça.
Ainsi, on peut mettre ça en valeur tout en faisant des briquettes avec qui vont servir au foyer. Et puis aussi, utiliser ça pour faire des contreplaqués. Donc ça va beaucoup nous arranger. Le programme de renforcement de capacité sur la collecte des sciures et de copeaux de bois dans le cadre du projet B4AP a concerné dans cette première phase le noyau de quinzaine de scieurs. Il pourrait s'étendre à une masse plus importante. À la fin de l'atelier, les apprenants sont repartis avec des diplômes de participation. La nouvelle sous-préfecture de Kawara dans le département de Ouangolodougou, réalisée par le conseil régional du Tchologo, a été inaugurée récemment, estimée à plus de 116 millions de francs CFA. C'est un joyau architectural que Tene Birahima Ouattara, président du conseil, vient de mettre à la disposition des populations. Daouda Ouattara et Anja Sémian. C'est fait, les populations de Kawara dans le département de Ouangolodougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire, ont désormais leur sous-préfecture. C'est un joyau architectural de 12 bureaux, une salle d'attente, 6 salles d'eau, un garage de 2 véhicules. D'un coût global de 166 498 917 francs CFA, c'est la nouvelle sous-préfecture que le président du conseil régional de Tchologo, Tene Birahima Ouattara, a offert aux populations. Elles ont exprimé leur satisfaction à l'endroit des autorités. Je vous sollicite pour traduire leur infinie reconnaissance au ministre d'État, ministre de la Défense et président du conseil régional de Tchologo, en raison de son attachement infini à notre jeune sous-préfecture et à son vaillant peuple. Le deuxième vice-président Fofana Bema Labas a exhorté les populations à l'union et à la solidarité. Chers invités, chères populations, soyez persuadés que l'État travaille pour vous et le conseil régional du Tchologo est à vos côtés. Le préfet Dongo Kobenan de Ouangolodougou, quant à lui, a invité les populations à collaborer avec le sous-préfet de Kawara. À Diokoué, la salle des fêtes du nom de l'ancien ministre Paul Guidibo de la mairie de Diokoué a abrité récemment un panel sur le thème « Conditions et défis de la réussite scolaire à l'intention des acteurs et partenaires locaux du système éducatif ». Au cours de cette conférence, des experts ont proposé des solutions adéquates pour une école de qualité dans la région du Guémon. Théodore Kanga. Comment réussir une année scolaire, conditions et défis? Voici le thème du panel organisé récemment à l'intention des acteurs du système éducatif de Diokoué. À cette occasion, 4 experts ont essayé tant bien que mal d'instruire les enseignants, encadreurs, parents d'élèves et élèves sur les comportements à adopter pour une école de qualité. Moi, j'ai eu l'occasion d'intervenir sur le leadership pour créer des enfants plus brillants. Et donc ce de quoi j'ai parlé, c'était justement comment est-ce que les parents devaient s'y prendre, bien sûr aussi les enseignants, dans l'accompagnement des enfants. Parce que dans tous les cas, c'est une mission de leader. Et quand on est leader, il faut avoir une posture. Quand on est leader, il faut avoir une vision. Quand on est leader, il faut avoir une manière de communiquer. Et c'est sur ça que je me suis prononcé. Comment réussir son année scolaire? Vous savez que c'est un véritable défi pour l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de l'Éducation nationale qui chaque année trouve les moyens, qui donne des consignes pour relever le niveau de rendement scolaire de nos élèves. Des taux de réussite scolaire des 3 dernières années qui se sont avérés insatisfaisants pour proposer des conditions pour la réussite scolaire pour les parents, pour les enseignants. Concernant les enseignants, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect contraignant pour eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils travaillent dans un environnement un peu difficile, avec le comportement des enfants et même l'insuffisance des moyens pédagogiques. Pour nous, à travers ce panel et puis les interventions des panélistes qui sont là, d'attirer l'attention de la communauté éducative sur les responsabilités des parents d'élèves dans la réussite scolaire de leurs enfants. Le personnel de l'éducation nationale et de l'alphabétisation présent s'est dit honoré par cette belle initiative.
Opération pour sauver ma vie, je quitte les zones à risque. Où en est-on avec le déguerpissement? Une semaine après le lancement, la simultanéité annoncée semble se transformer à la zone par zone. Les machines ont-elles besoin de graissage ou l'opération dans sa phase d'exécution a subi un réajustement? C'est une somme de questions que se pose Issa Badini. Vous l'aurez remarqué, c'est l'heure de la chronique de Business 24. La phase de déguerpissement de l'opération pour sauver ma vie, je quitte les zones à risque, est-elle en train de se sauver elle-même? Annoncée en grande pompe et démarrée le 5 juin dernier, presque une semaine après, nous ne sommes pas loin d'une opération qui cherche ses propres marques. 54 zones à risque à déguerpir, 25 000 personnes avec, à la place du TGV annoncé, c'est clair que l'opération chère à Boaké Fofana payerait cher pour avoir la vitesse d'un Baba Nikongo du temps des grands-pères. Un coup de bluff ou un coup de boutoir mal ficelé, toujours est-il que les bulldozers de Tonton Boaké sont toujours là où ils ont démarré leur marche ravageuse. À Bobo Cloquia, aux dernières nouvelles, le périmètre à démolir aurait même subi une légère modification consistant désormais à libérer 30 mètres de part et d'autre des passages d'eau. Mieux, contrairement à ce qui avait été annoncé comme quoi il fallait partir, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité semble avoir mis un peu d'eau dans son Yamakugi, car des images montrent bien des déguerpis relogés dans un hôtel de la place. Lors de sa conférence de presse à l'auditorium de la primature le 27 mai dernier, toute idée de relogement, même transitoire, avait été écartée par l'ancien directeur général de l'Azeroute, ne cédant pas un iota, même à l'évocation de la Côte d'Ivoire solidaire. Que s'est-il donc passé pour que les Yamakugi soient autant dilués en moins de 2 semaines? Des lignes ont certainement bougé, lesquelles, difficile de les savoir, mais ils ont tout de même permis à des familles de ne pas voir leurs bâtisses démolies ou au pire des cas de ne pas dormir à la belle étoile quand bien même les bulldozers ont eu raison de leur taudis. Un répit peut-être pour ceux dont les maisons seront épargnées, mais jusqu'à quand la saison des pluies bat son plein, la menace comme les années antérieures reste démise, les potentielles victimes de plus en plus nombreuses, malgré les va-et-vient au fil des années des engins démolisseurs. À ce rythme, pas besoin de colis pour dire qu'une autre opération de déguerpissement sera lancée l'année prochaine. À quand une solution définitive? Est-ce un problème de thérapie? Peut-être. Ou une maladie incurable? Pourquoi pas? Mais qu'est-ce qu'on peut bien perdre à essayer autre chose, surtout que le tout bulldozer semble connaître ses limites. Les murs ont beau été érigés, les faibles ont leur place parmi les forts. C'est l'ordre normal des choses, quitte à squatter et à se faire écraser par ces murs ou les flancs des collines. Difficile de faire l'économie d'une politique de logement véritablement sociale et solidaire, celle qui enlèvera dans les têtes, toutes les têtes, l'idée d'une maison sociale à 10-15 millions de francs CFA avec un apport initial de près du tiers. Si seulement l'idée maîtresse, c'est d'arriver à bout des courses contre la montre à chaque saison des pluies. Bon sens cependant à Boaké Fofana, qui, une semaine après le début de son opération, compte encore 53 zones à risque sur les 54 annoncées à déguerpir avant la période critique de la saison des pluies. 6 périodes critiques, il y a bien évidemment. Tout compte fait, je ne voudrais pas être à sa place, et surtout qu'il doit tenir compte de ce qu'il n'avait pas tenu compte. C'est-à-dire qu'entre la conception et la réalisation, pour ne pas dire entre la théorie et la pratique, il y a le fait qu'il faut ajouter beaucoup d'eau dans les Yamakugi. Pas facile tout ça. Tiens, puisqu'il y aurait maintenant moins de 4000 ménages à congédier, les 2,5 milliards de francs CFA initialement prévus pour l'opération, on économise combien? Pardon, attends que je lave mes mains. À bientôt.
Eh bien, c'est sur cette chronique de Issa Badini que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.